Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, j'espère que vous allez bien. Émission en direct du lundi au vendredi, vous connaissez nos rubriques, on va les découvrir dans quelques instants. Analyse, débat, expertise, et c'est tous les jours. Je suis très heureux d'être avec vous. Bien dans son job, vous avez peut-être entendu parler des rebondisseurs. Ben oui, c'est un réseau d'entrepreneurs qui grossit d'ailleurs pour booster votre capital confiance. On y reviendra avec l'une des fondatrices. Smart et Réglo, qui est notre rubrique juridique. Quels sont les outils dont disposent les entreprises pour se restructurer, qui est un sujet qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité. Et puis avec Fanny Grismer, vous y êtes habitués, on fera une petite pause café, on va s'intéresser au Brexit. C'est pas simple, ça va être compliqué pour un Français de traverser la Manche. Ça ne sera pas une pause café, ça sera un tea time d'ailleurs dans quelques minutes avec Fanny. Et puis dans notre débat, le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, la culture, oui, on a déjà presque la réponse, la ministre l'a dévoilé. Il n'y aura pas de réouverture à partir du 7 janvier prochain. C'est un secteur totalement sinistré. Que faut-il faire? Comment faire pour le faire repartir? On fera le point avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Focus sur le recrutement. Ce sera avec Thierry Bismuth à la fin de notre émission. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Oui, pas toujours d'ailleurs. Isabelle Saladin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice, vous êtes 4 cofondateurs des rebondisseurs français. Alors rebondisseurs, c'est un mot étrange, vous allez tous nous expliquer. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous êtes parfois copilote, si je devais vous présenter, vous êtes parfois en copilotage, en double manette avec des entrepreneurs que vous accompagnez pour se relever. Je disais bien dans son job, pas toujours, parce que les rebondisseurs, c'est un énorme réseau qui est en train de grossir, d'ailleurs plus de 900 entreprises. C'est quoi les rebondisseurs? C'est pour remettre en selle des gens qui ont chuté comme un bébé qu'on remettrait comme ça sur ses pieds? Oui, il peut y avoir de ça. En fait, les rebondisseurs français, c'est une association qu'on a créée il y a 2 ans et demi seulement, partie d'un constat très simple de notre vie d'entrepreneur. Donc moi-même, c'est ma 3e entreprise, la même chose pour mes acolytes. On s'est vite rendu compte en voyageant un peu à travers le monde que chez nous, alors qu'on est très chauvin, l'échec, ou en tout cas quand on n'y arrive pas, quand on est entrepreneur, quand on doit faire un pivot de modèle économique, quand ça ne marche pas, quand on doit recommencer, était très très mal vu. Et au-delà de la théorie, c'est la réalité. Si on voit tout ce qui se passe administrativement après, moi-même je l'ai vécu, c'est très mal vu. Alors que dans d'autres pays, ce qui compte, c'est pas l'échec. Tout le monde échoue en fait, on s'en fiche complètement. Pays anglo-saxon, faut le dire. Pays anglo-saxon, mais ça commence en Asie également. Ouais. L'échec, c'est pas vraiment le sujet c'est le rebond. Et le rebond est valorisé. C'est quoi un rebond entre l'échec et la réussite? Une fois que le projet n'a pas fonctionné comme on voulait, quel que soit le projet, qu'on ait dû pivoter, arrêter, fermer, recommencer, qu'importe, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon et comment on va servir de ça pour aller plus loin et recommencer très vite? Et ça a une valeur économique sans nom. Et on l'a constaté. Et on avait un peu marre de voir que dans notre propre pays qu'on aime tant, c'était pas le cas. Et on s'est dit, bon, c'est bien beau de parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Excusez-moi, vous avez un regard d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? C'est l'administration. On le voit sur la vaccination. Et on critique déjà l'administration de la santé, qui est lourde, avec des protocoles de 58 pages qu'on fait signer. Est-ce que ça, vous le ressentez comme entrepreneur, cette situation-là? Alors, la partie administrative est certaine. Elle est lourde. Elle est plus que lourde. Elle est même incompréhensible pour beaucoup. Et là, si je prends ma casquette de chef d'entreprise, la dernière fois que j'ai lu un appel d'offres, j'ai dû passer beaucoup d'heures pour comprendre ce qu'ils voulaient. Oui, c'est ça, il faut. Et je me suis dit, je vais être un peu bête. Il faut décrypter, pour quelque chose de très simple au final. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est très culturel chez nous. Peut-être avec la création, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire d'anthropologie, mais peut-être avec la création de tout ce qu'on appelle l'élite, qui est un mot assez particulier aussi chez nous, ce qui veut dire l'élu quand même, donc ça c'est un peu particulier en latin. On parle beaucoup en France. Qui vient peut-être de Napoléon. Peut-être que ça avait un intérêt à une époque, je ne sais pas, j'y étais pas. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde, on est dans un monde ouvert, on est dans un monde où on a besoin de rebondir, d'apprendre de l'expérience, d'aller de l'avant. C'est crucial. Et quand on a créé cette association, on voulait en premier délier la parole des chefs d'entreprise. Parce qu'à force de mettre des gens dans des cases, on n'ose plus dire « Oh, j'ai peut-être un petit souci qui arrive » ou « Je ne sais pas comment gérer ». Il y a une sorte de pudeur, alors que c'est la vie. Il n'y a aucun chef d'entreprise, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour un chef d'entreprise. Et on s'est dit, on va commencer par ça, en mettant nous-mêmes nos histoires en avant, il faut bien commencer. Et là, très vite, on a vu un nombre d'entrepreneurs de toute taille, indépendants, rejoindre la fermeture le réseau et parler entre pairs, PAIRS, quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelqu'un peut m'aider et on a vu une solidarité. Donc on a créé ce site web, après évidemment des événements, bientôt des annonces, aussi bien de jobs pour rebondir que des annonces de cofondateurs, que les annonces business. Et tout ça au sein de l'association, en fait, pour valoriser le rebond et montrer concrètement, avec des résultats concrets à terme,
que le rebond est une valeur économique cruciale. Deux questions. Je suis entrepreneur, je vais sur les rebondisseurs, je vais sur votre site, il y a des témoignages, j'ai envie de m'inscrire, j'ai envie d'y être. Ouais. Comment je fais et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, comment vous faites? On va être très honnête, il y a une petite cotisation de 10 € par an. Ça va Bon, ça va. Ça va. Oui, mais c'est pour rembourser les frais techniques. Voilà, tout simplement. C'est normal. C'est la base, c'est 10 € par an. Sauf si vous voulez que votre entreprise entière et vos salariés, on a aussi des partenaires dont l'entreprise entière, donc là c'est un petit peu plus cher pour vraiment inculquer la culture du rebond au sein même de l'entreprise un peu plus grosse. Donc je paye ma cotisation. Vous payez votre cotisation et là vous avez accès donc à la partie internet, c'est une chose, avec derrière toute une communauté. Voilà, qui échange, donc là des contacts directs, une communauté qui échange. Vous avez accès à des outils. Par exemple, on a la chance d'avoir un partenariat d'avocats gratuit. Pour les premières questions, c'est quand même utile, on le sait bien. Donc en fait, on met en place des outils dont nous, on aurait bien besoin et on a besoin. Pareil pour les services comptabilité, pareil pour du coaching, etc. Vraiment des services dont on peut, avec des grosses négociations. La même chose avec notre partenaire Harmonie Mutuelle sur des mutuelles vraiment à prix cassé, ce qu'il ne faut pas oublier de se protéger soi, quoi qu'il arrive, dans les situations délicates. Et on l'oublie souvent. Et des annonces de mise en relation rapide pour rebondir, c'est du business, on est entrepreneur. Faut pas se mentir. Mais Isabelle, concrètement, un exemple concret de rebond, pour qu'on le comprenne bien, ce rebond. Parce que c'est vrai que nous, le rebond, on pense au basketball, pour ceux qui aiment le sport, c'est rebond, c'est un mot sportif. Ouais. Mais c'est quoi un rebond pour un chef d'entreprise? Un rebond pour un chef d'entreprise, alors je vais vous donner un exemple tout simple de l'association des rebondisseurs français qu'on a constaté. C'était un chef d'entreprise d'une TPE, il y a 4 salariés avec lui, d'un secteur d'activité qui était plutôt dans le service, qui a connu, avec ce qu'on a vu comme année 2020, une petite difficulté, donc qui était proche du dépôt de bilan, qui a parlé avec l'association. Qui n'était pas entré dans la procédure du redressement judiciaire. Il a appelé l'association juste avant. Juste avant. Faites-le juste avant. Hein. Il a appelé, il a envoyé son message dans la communauté, ça a fonctionné. Et en fait, ce qui était assez génial, même pour nous à voir, en fait, c'est que là, il a eu 15 retours d'entrepreneurs, de partout en France. Il n'aurait jamais pu les rencontrer. Donc il pose son problème et tout d'un coup, voilà, ça se met en réseau. Ils ont discuté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en association avec un autre entrepreneur d'une région totalement opposée de la France. Et il n'a pas déposé le bilan, ils ont créé une offre commune. Incroyable. Sur un produit équivalent, enfin sur une offre complémentaire. Et donc ils arrivent à implémenter, comme on dit. Ils sont dedans, donc là on le voit. Et nous, après, ça ne nous regarde pas, on ne va pas rentrer ici, dans leur vie. C'est leur vie. Mais c'était incroyable de voir cette solidarité. Et donc ça, c'est un rebond parce que cette personne au bord du gouffre, elle relance la machine. Elle s'est dit, ok, je vais parler, je vais le dire, j'ai un problème, je vais le dire. Comment je rebondis à partir de ce problème pour quelque chose de positif? Déjà, j'ai parlé, j'ai échangé avec mes pairs sans tabou, parce qu'il n'y a pas de tabou à avoir. Ouais. Et la vie a fait que justement, ce n'était pas le seul. Ah bah tiens, comment ensemble on peut remonter et on peut rebondir, c'est ce qu'ils ont fait. Avant de nous quitter, Isabelle, chez les rebondisseurs, sans faire typologie, j'imagine que vous n'êtes pas de la sociologie, mais c'est quoi les grandes typologies des galères des chefs d'entreprise? C'est-à-dire de ceux qui posent le masque. C'est un problème de compta, c'est un problème de stratégie, c'est un problème, je dirais, de charisme personnel. C'est quoi le problème? Si on écoute tous, ils vont dire un problème de chiffre d'affaires, bien évidemment. Ça, c'est la base. Et surtout, mon chiffre a baissé, d'accord. Exactement. Il y a un sujet qui revient souvent, et là, je remets ma casquette aussi d'entrepreneur, le double. Vous pilotez les entreprises. C'est un sujet de anticipation, mais que peut avoir la France dans sa globalité sur des sujets, donc de vision stratégique et d'exécution. On en revient au vaccin. Hein. D'exécution. Pour ranger les caisses dans l'armoire. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si on n'a pas les résultats, ça n'a aucun intérêt. C'est ça, de la stratégie, mais il faut aussi après... L'exécution. L'exécution. Donc en fait, vous les accompagnez aussi là-dessus en leur expliquant que c'est pas parce qu'on a une super idée qu'on va devenir riche, qu'il faut ensuite appliquer, mettre en place le produit. Et dès qu'il y a une super idée, ce qu'on dit, c'est OK, quoi, quand, comment, combien. Donc à l'anglo-saxonne. À l'anglo-saxonne. Avant de nous quitter, c'est une petite indiscrétion, mais je sais que le ministère, la Commission européenne se sont penchés sur votre dispositif. Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Un regard, je pense, sur la vision, en tout cas le poumon, sans sentir un peu comment allaient les entrepreneurs. Le rebond, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eux aussi, ils voulaient savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce qu'administrativement parlant, il y a des choses ou des règles à mettre en plus ou en moins? Ça aurait été bien, mais là, c'était pas forcément le sujet. Ouais. Voilà, toutes ces parties-là, en fait. Prendre le poumon et voir comment ça se passait. Et vous, dans l'équilibre de votre vie professionnelle, comment vous organisez tout ça? Parce que ça prend un temps fou. Là, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui vous rejoignaient, donc il faut les accueillir, il faut les prendre en main, il faut un peu les guider. Enfin, tout ça, c'est un boulot de dingue.
C'est un boulot, effectivement, ça en fait 2, c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Le début à 4, on va pas se mentir, c'était le soir et le week-end d'une façon intensive, donc il fallait se mettre d'accord avec tout le monde, chez tout le monde à la maison partout. Et on a eu la chance d'avoir un partenaire financier qui nous a soutenus pour pouvoir accueillir parmi nous une déléguée générale. Maintenant, depuis mars dernier, donc pas de bol, elle est arrivée avec le Covid, donc du coup ça a beaucoup d'activités très vite. Tour de contrôle qui organise. Exactement, et c'est incroyable. Les rebondisseurs français, allez sur leur site, c'est 10 €, donc c'est une cotisation évidemment modique pour vous exprimer, parler, vider votre sac, trouver des solutions et avancer concrètes pour sauver votre boîte, parce que c'est de ça dont il est question. Merci Isabelle Saladin, vous en êtes la présidente et l'une des 4 cofondatrices. C'était un plaisir de vous accueillir. La suite, c'est Smart et Réglo. Alors on va faire un peu de droit. D'ailleurs, les avocats, vous en avez dans votre réseau des avocats, parce que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire. Ils ont des questions juridiques. On en parle tout de suite avec justement une avocate spécialiste en droit du travail. C'est Smart et Réglo, c'est tout de suite. Smart et Réglo avec Maître de Gaudusson. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors là, c'est un sujet vraiment très intéressant, spécialiste en droit du travail, en droit social. C'est vraiment un sujet de fond dans le sens où on va parler. Alors là, c'est très technique, on va ranger ça dans les armoires. On va essayer de le rendre vivant quand même un peu. Il faut le rendre vivant, mais c'est mettre les outils de restructuration. Alors, vous avez choisi de les ranger en 2 catégories. Donnez-nous déjà les 2 catégories, pour ceux qui nous regardent, chefs d'entreprise. L'idée, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de ne pas faire l'erreur de foncer dans une catégorie qui peut être impactante en termes d'image et en termes de social, et qui peut avoir un impact négatif sur la motivation des salariés. Donc, on va faire 2 sous-catégories, enfin 2 catégories. La première, c'est la catégorie un peu light, qui n'entraîne pas de plan de licenciement. D'accord. Et la deuxième catégorie qui intervient dans des situations un peu plus obérées, où là on est obligé de passer par des plans de licenciement. Les fameux PSE dont on va parler à la fin de notre discussion. Il y a quand même des situations où on peut sauver sans faire de plans sociaux. Oui. La première, c'est l'activité partielle de longue durée, l'APLD. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est finalement la suite de l'activité partielle, ce dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pendant la crise du Covid, qui continue aujourd'hui. C'est très récent, il faut le rappeler, Oui, l'APLD. Qui permet aux entreprises d'avoir une aide de l'État en réduisant la durée du travail des salariés, tout en maintenant un certain niveau de rémunération et pour faire face à finalement une réduction d'activité de la société. Donc ça n'entraîne pas de rupture du contrat de travail. Les salariés, dans la plupart du temps, continuent à percevoir environ 80% de leur rémunération, voire plus. Les entreprises ont une aide de l'État. Et c'est pas le chômage partiel dont on parle beaucoup. Alors ça, c'est la première étape. C'est ça, c'est chômage partiel puis APLD. Et alors l'APLD est venue dans cette mouvance. Prolonger le chômage partiel. Jusqu'au 31 juin 2022. Ouais, vous avez la possibilité pour les entreprises de mettre en place ce système d'activité partielle, mais sous forme de plan, donc il faut un accord collectif. C'est ça. Mais l'avantage, c'est de vraiment permettre d'éviter des plans de licenciement. Et de rupture de contrat. Oui, parce absolument. qu'évidemment, on part à Pôle emploi, il faut de nouveau réorganiser l'intégration et il faut garder les salariés dans l'entreprise. Tout à fait. La rupture conventionnelle collective, la RCC, alors celle-ci, elle est moins connue parce que la PLD, on en a beaucoup parlé, mais là, l'avocat est très utile. La rupture conventionnelle collective, c'est finalement la possibilité de mettre en place plusieurs ruptures conventionnelles en même temps. Alors ça entraîne quand même des départs. Là, c'est plus dur déjà. Et donc, c'est quand même un système qui nécessite un accord collectif et donc l'aide et la négociation avec les partenaires sociaux. Donc, c'est quand même un... À chaque fois, d'ailleurs, il faut qu'il y ait un accord. Dans tous les dispositifs qu'on va évoquer, il faut un accord collectif, donc une négociation avec les partenaires sociaux. Ça marche comment, l'emboîtement de tous ces plans là, dans le cadre de la rupture conventionnelle? Le deuxième... c'est assez technique, ça, quand même. C'est très technique, justement. Alors, ce qu'il faut proposer aux chefs d'entreprise, si on reste dans les dispositifs sans rupture du contrat de travail, c'est par exemple l'accord de performance économique qui permet... Il marche celui-là, excusez-moi, je fais une parenthèse, parce que certains ont dit qu'il n'était pas plébiscité. Il n'est pas plébiscité. On est d'accord. C'est très dommage parce qu'il s'inscrit vraiment dans la longueur et dans un système social et économique qui est flexible. Donc on l'usite pas trop, mais c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il permet de réduire la durée du travail, de réduire la rémunération, voire de mettre en place de la mobilité. On joue sur plusieurs curseurs. Exactement. Tout en permettant aux salariés qui acceptent une modification de leur contrat de travail. Alors c'est vrai que ça peut avoir un impact. Il y a un avenant sur le contrat de travail? Oui. Il faut re-signer, oui, mais qui s'impose. En cas de refus, effectivement, il y a un licenciement spécifique, qui obéit à un régime spécifique. C'est là où il y a... Peut-être pour ça qu'il n'est pas plébiscité. Oui, néanmoins, aujourd'hui, il faut quand même réfléchir à des systèmes adaptés. Et avant d'arriver à un plan de licenciement,
ce système peut être efficace. C'est un intermédiaire. Là, on va rentrer, mettre dans une partie, j'allais dire, plus coercitive, plus douloureuse, qui est le plan de départ volontaire, puisque là, on a l'entreprise, partons du principe qu'elle est usée de tous ces dispositifs pour sauver l'emploi. Le chiffre d'affaires n'est plus là, il faut qu'elle prenne des décisions. Et là, on est dans un plan de départ volontaire qu'on entend beaucoup dans les médias. Oui, alors... Comment ça marche ? Le plan de départ volontaire, généralement, il se situe, on le propose dans un contexte où on peut avoir des difficultés, mais où elles ne sont pas impactantes, de sorte qu'on soit dans l'urgence de procéder à un plan de départ volontaire et donc à des ruptures de contrat de travail. On est plutôt dans une phase préalable où on sent que les difficultés vont venir, où on doit adapter la structure en termes d'effectifs. Et dans ce cas-là, on va proposer un plan de départ volontaire uniquement et donc adapter son effectif sur ces départs-là. La DRH ouvre un guichet en fait. Exactement. Alors l'accord collectif va fixer des priorités en termes de départ pour ne pas faire de sorte que les postes les plus nécessaires s'envolent. Ou les plus âgés, ou les 50 ans, parce qu'il y a tout un débat. La discrimination, c'est quand même un point à éviter absolument. Et vous avez finalement également le plan de départ volontaire qui est la première étape d'un plan de sauvegarde de l'emploi, PSE. J'allais y arriver, parce que c'est l'amont. On lance ce plan de départ volontaire, et puis on s'aperçoit qu'il faut aller un peu plus loin. L'avocat les conseille, vous les conseillez. Il faut rentrer dans le PSE. Le PSE, c'est médiatiquement tous les grands plans sociaux. Je pense à Airbus, par exemple, qui est dans le cadre d'un PSE. C'est quoi un PSE ? Comment ça marche ? Alors, un PSE... Plan de sauvegarde de l'emploi, qui est assez troublant, si je peux me permettre. Vous savez, on trouve toujours des termes de sorte de rassurer, mais finalement, on comprend bien ce que ça veut dire au final. Nous, les partenaires sociaux, on est d'accord. Ou les chefs d'entreprise. Oui, ça ne sauvegarde pas les emplois. Non, c'est finalement la suite du plan social. On utilise parfois encore ce terme-là, même s'il n'est pas correct. Oui, syndicats salariaux utilisent les plans sociaux de manière générale. C'est compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une rupture collective de contrat de travail pour motif économique, que ce soit lié à des difficultés de trésorerie ou à des difficultés économiques plus structurelles. Ça doit être prouvé, il faut le préciser quand même. Bien sûr qu'il faut le prouver. La directe... Sinon, vous faites lourdement sanctionner. Voilà, il faut bien avoir la preuve qu'on a des difficultés économiques pour lancer ce plan. Absolument. D'accord. Oui. Alors, on y reviendra tout à la fin, mais vous avez des sociétés qui sont malheureusement concernées par des procédures collectives et où ce type de plan de sauvegarde de l'emploi va intervenir de manière beaucoup plus brutale et de manière beaucoup plus condensée en termes de temps. Mais sinon, un plan de sauvegarde de l'emploi se prépare en amont. On peut faire en sorte que ce plan soit compris par les salariés. Vu le contexte économique actuel, c'est quelque chose qui peut se justifier. Oui, c'est vrai. Dans le contexte Covid, c'est vrai. Absolument. Les mesures d'accompagnement dont doivent bénéficier les salariés sont essentielles pour rassurer. C'est l'avantage, ça, du PSE. C'est l'accompagnement des salariés, quand même. Alors, l'avantage, oui, ça peut être un accompagnement qui est normalement plutôt de formation ou des mesures pour favoriser l'employabilité des salariés, mais ça peut être aussi un accompagnement financier. Donc, le travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire en sorte d'offrir, entre guillemets, un chèque. Et hop, partez. Et là, vous faites retoquer par la directe et par le juge. Il faut à la fois une indemnisation, mais aussi de l'aide à la formation, on est d'accord ? Absolument. C'est un tout. Donc, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un dispositif complexe, mais complet, qui se négocie avec les partenaires sociaux et avec la directe, auprès de qui on doit présenter ce type de dispositif, et qui vise quand même à rassurer. Parce qu'il y restera des salariés. Des salariés dont la charge de travail va peut-être augmenter du fait du départ des exact. Donc, c'est un dispositif qui vise à rassurer, à faire en sorte que les salariés ne soient pas impactés non plus psychologiquement, parce que cet aspect-là est examiné avec attention par les juges et par la directe. Un dernier mot, parce que vous avez vu le compteur qui défile, c'est d'une richesse ce sujet, parce que chacun des éléments que vous avez cités mérite d'ailleurs à eux seuls une chronique, et vous reviendrez peut-être pour nous faire des éclairages plus précis. Avec plaisir. On n'a pas évoqué, je crois, l'accord de performance collective, on l'a survolé, et puis il y a aussi le départ en retraite, tout simplement, qui est une autre manière de... Oui, dans les grands groupes, effectivement, soit on n'embauche plus de jeunes, soit on favorise les départs en retraite. Les départs en retraite, et vous reviendrez nous en parler, parce que c'est terminé, mais il y a aussi le débat, évidemment, du départ des plus de 55 ans, où on s'organise pour proposer un départ et les accompagner, ce qui fait que les seniors se retrouvent souvent au chômage. Maître de Gauduchon, merci d'être venu sur le plateau, spécialiste en droit social, droit du travail. C'était d'une richesse totale, et je pense que c'est un éclairage très nécessaire, d'ailleurs, sur chacun des thèmes. On se revoit bientôt sur le plateau. Tout de suite, on fait une pause café, et c'est la pause café avec Fanny Griesmer, évidemment. D'ailleurs, c'est plutôt un tea time aujourd'hui.
C'est la pause café. Enfin, en l'occurrence, c'est impropre, c'est plutôt le tea time aujourd'hui, Fanny, parce que vous avez décidé de faire focus sur le Brexit. Alors, c'est un sujet très volumineux. Vous avez vu le gros dossier que tenait Barnier sous le bras. Non, vous allez nous le ramener à quelque chose de très simple. C'est-à-dire un Français concrètement, un Français qui se dit, tiens, je vais aller en Grande-Bretagne parce que j'adore ce pays. Ça va être un peu plus compliqué quand même. Effectivement, vous avez des envies d'expatriation ? Moi, j'ai pas d'envie d'expatriation, mais peut-être mes enfants auraient envie d'aller étudier. De nombreux Français. Ça va être plus compliqué. Effectivement, on le sait, le vote du Brexit en 2016 avait déjà changé beaucoup de choses pour les Européens installés de l'autre côté de la Manche. Should I stay or should I go ? Beaucoup se sont posé la question. The Clash, exactement. Certains Français n'ont pas du tout eu le choix. Leur emploi étant relocalisé, beaucoup sont déjà partis et rentrés en France, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, au-delà des dispositions purement commerciales avec l'accord post-Brexit qui a été enfin trouvé le jeudi 24 décembre dernier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, eh bien, il y a, au-delà de ces dispositions, une nouvelle politique d'immigration, une politique beaucoup plus stricte pour les ressortissants européens arrivés outre-Manche et à partir du 1er janvier 2021. Alors il y a des exceptions quand même, parce que c'est vrai que les Britanniques étaient déjà assez sévères à l'égard des migrants qui arrivaient à Calais pour passer en Angleterre, puisqu'ils voulaient aller en Angleterre. Les choses sont plus rigides, il y a des exceptions quand même, Fanny. Alors il y a des exceptions, mais rassurez-moi, je vais pouvoir aller à Londres. Surtout très très important, c'est que les Français, comme les autres ressortissants européens, seront sujets à un nouveau système d'immigration à points. Et c'est là où c'est très important, parce qu'il y a plusieurs critères, notamment la maîtrise de la langue de Shakespeare, qui accorde généralement une vingtaine de points. Il y a aussi le niveau d'études, mais alors attention, là ça devient très compliqué, c'est qu'il faudra avoir d'ores et déjà une proposition d'emploi d'une entreprise dite sponsor, entreprise autorisée par le ministère de l'Intérieur britannique, avec un niveau de compétences requis. Vous pourrez... Et de salaire aussi. Et de salaire. Vous pouvez obtenir le précieux sésame qui sera valable uniquement 5 ans. Et il faudra un minimum de 70 points. Et bien sûr, accessoirement, vous acquittez des frais de dossier compris entre 668 € et 1 391 €. C'est une petite somme. Je crois que le salaire, vous me couperez si je me trompe, c'est 30 000 livres, je crois, minimum. Ce qui fait à peu près, oui. Les petits jobs, c'est fini. C'est fini, les petits jobs. C'est un salaire inférieur au salaire médian national. L'idée, c'est aussi de ces petits jobs, les réserver aux locaux. Préférence aux Britanniques. Avant, c'était pratique, ça. Dire, pour les professionnels de la santé et de l'éducation, avec une procédure accélérée d'entrée, des frais de demande réduits et une aide dédiée tout au long du processus de la demande. Je veux partir en Grande-Bretagne. Il y a toujours les ferries, il y a le train. Oui. A priori, oui. Les avions. L'Eurostar également. L'Eurostar, mais avec des contrôles, j'imagine, puisqu'on est un migrant. Enfin, on est un immigré dans ce pays dorénavant. C'est assez troublant, d'ailleurs. C'est quoi les voyages d'affaires ? Comment on s'organise là ? Alors, ça a été un grand sujet. Est-ce qu'on a besoin d'un visa pour aller à une réunion professionnelle à la City ? Non. C'est bon. Vous pourrez assister librement à une réunion, une conférence ou une formation professionnelle à Londres. Comme pour une petite escapade shopping, je parle en connaissance de cause, il faudra utiliser la carte d'identité, mais uniquement jusqu'au 30 octobre prochain, à partir du 1er novembre. Il faudra un passeport. C'est le passeport. Et oui. Mettez votre passeport dans le sac quand même, n'oubliez pas. Voilà, on ne sait jamais. Parce que les bobbies peuvent évidemment se balader dans le train. Merci Fanny, vous vouliez dire un dernier mot, parce que c'est quand même troublant ce qu'on vit là, par rapport dans cette relation très, très charnelle avec ce pays. On devient un immigré quand on passe en Grande-Bretagne. Effectivement, on passera plus par le corridor ressortissant de l'Union européenne. Et on ne parle pas des routiers qui, avec des règles extrêmement strictes, vont devoir être fouillés pour vérifier que les marchandises sont bien aux normes. Il y a de nombreux déplacements aussi. Donc c'est quand même le début d'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère, exactement, pour ne pas dire une belle galère. Vous aviez mis une petite robe peut-être à l'effigie de la Grande-Bretagne. Demain, on parle du télétravail. Donc en pyjama. Je ne sais pas si vous venez en pyjama, mais bon, voilà, restez quand même, restez vous-même, Fanny. On se retrouve demain pour une pause café où il sera question de télétravail, parce que c'est un sujet du quotidien un peu complexe pour certains Français et Françaises. Merci Fanny. La suite de nos programmes, c'est le cercle RH. Vous connaissez évidemment notre débat quotidien. On s'intéresse à la culture, parce que même si on avait fixé à la revoyure au 7 janvier, la ministre de la Culture a déjà annoncé la couleur. Il n'y aura probablement pas de réouverture des salles de spectacle et de théâtre. C'est évidemment un coup dur pour ce secteur, durement touché déjà par le Covid. On en parle, on en débat avec les acteurs justement de ce secteur culturel. C'est dans quelques secondes, après cette page de pub.
Le cercle RH, j'ai le sourire évidemment pour parler de ce sujet, alors que ça ne donne pas le sourire évidemment, le secteur culturel impacté, lourdement impacté. On avait décidé, bien, comme on dit à la revoyure, c'est un peu le mot à la mode, de se revoir, de réinviter des invités, des spécialistes pour en reparler presque 6 mois plus tard. La situation a peu évolué. La ministre de la Culture a déjà hier plus ou moins fermé la porte à une réouverture. Les bars, les restaurants ne réouvriront pas. Et le 7 janvier, ce sera donc jeudi, il y aura une conférence de presse, mais sans surprise, ces salles de spectacle n'ouvriront pas. Jusqu'où allons-nous aller? Comment faire pour redonner un nouveau souffle à la culture? Il y a des artistes, il y a des intermittents du spectacle, il y a des techniciens, il y a des directeurs de salles qui avaient lancé pour certains des grands spectacles, d'autres des chanteurs, et qui vont se retrouver dans une situation économique pour le moins délicate. Est-ce que la culture va guérir du coronavirus? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Avec nous, Laure Kaltenbach, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà là, à une autre place d'ailleurs la fois dernière, fondatrice et présidente de Creative Tech. Alors, on va parler culture parce que vous êtes à l'origine, vous avez travaillé au Forum d'Avignon, au théâtre, mais là vous êtes dans une réflexion plus globale pour associer les acteurs, faire se parler les acteurs. Vous dites même faire se parler les acteurs de l'entreprise avec la culture, parce que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Laurent Bentata, vous étiez déjà là il y a 6 mois. Je vous présente d'ailleurs mes vœux de bonheur et de prospérité. Merci. Parce que évidemment, voilà, la prospérité. Et nous aussi pour vous. Ben, évidemment, et pour Bismart aussi, parce que c'est une chaîne qui vient de démarrer. Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France, qui est le directeur du théâtre Mogador. Vous étiez venu pousser votre coup de gueule, en invitant d'ailleurs à l'époque le gouvernement à faire un petit déjeuner ou à déjeuner au théâtre pour leur dire il n'y a rien à craindre. Vous aviez le roi lion dans les tuyaux, comme on dit. Bon, ce roi lion, à quel moment vous imaginez, vous rêvez le voir arriver sur la scène de Mogador? Septembre 21, il est prévu pour septembre 21. Il est prévu septembre 21. Tout à fait. Vous ne vous faites aucune illusion aujourd'hui, Laurent Bentata. Je précise que vous êtes aussi le vice-président du syndicat du National des théâtres privés, donc vous représentez la profession des théâtres privés. Vous vous faites aucune illusion sur la réouverture ou une annonce de réouverture jeudi? Non, malheureusement non. Je pense que c'est clair. C'est clair, même si ça n'a pas été annoncé. On attend la date du 7, mais juste pour la formalité. Mais on manque cruellement de perspectives. Donc aujourd'hui, on est prêt à tout entendre, mais donnez-nous des perspectives, qu'on puisse travailler. Des perspectives, vous les donnez vous-même. C'est septembre 2021, avec l'hypothèse qu'on nous dise « Ah mais il y a un rebond cet été, on repousse encore ». Ben, ça devient fou. Exactement. Alors nous, on est sur ce modèle parce qu'on a un modèle qui demande encore plus d'anticipation et avec le Roi Lion, avec 150 personnes. Mais certains théâtres, j'espère, pourront ouvrir plus tôt. Des théâtres qui ont des plus petites structures ou des spectacles plus légers. Donc est-ce que c'est février, est-ce que c'est mars? Mais à un moment donné, on ne peut pas lancer un spectacle et décider 15 jours avant. Surtout pour un spectacle de type Le Roi Lion. Exactement. Qui est une énorme ingénierie de danseurs, de spectacles, de décors. Dans quel état d'esprit vous êtes? D'abord, avant de parler de ce que vous proposez, on a vu ce débat un peu sur la place de la culture dans notre société, sur le fait que cette culture, elle était essentielle. J'ai parlé avec des patrons de salles aussi, des collègues à vous, qui eux sont d'une autre position. Ils disent, mais non, il faut être extrêmement respectueux des règles sanitaires. S'il y avait un mort causé par un spectacle, je m'en voudrais toute ma vie. Comment vous vous situez par rapport à ce sujet-là? Moi, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est qu'on a l'impression d'être dans un continuum. Là, on est en début d'année. D'habitude, on se dit bonne résolution, on y va et on y croit tous un petit peu. Et là, cette espèce de continuum en se disant mais c'est triste, jusqu'où ça va aller? Alors on est à l'heure des bilans comme dans toutes les années calendaires. Là, tous les chiffres ne sont pas encore consolidés, mais on voit que la culture, l'ensemble des secteurs culturels, on est déjà à moins 25%. Et avec des disparités assez drastique. Le spectacle vivant, c'est moins 72%. Et sur un certain nombre de cinéma, moins 70% de fréquentation de salle. Le patrimoine, c'est en gros moins 35%. Les arts visuels, moins 30%. L'architecture, pareil, moins 28%. Donc on est dans des situations qui sont objectivement assez angoissantes. Alors d'un autre côté, il y a aussi des secteurs qui se portent bien. Le jeu vidéo se porte plutôt bien. Les podcasts, on l'a vu, se portent plutôt bien. Oui, mais il y a des nouvelles pratiques. Il y a aussi le livre qui se porte plutôt pas mal. La BD a fait plus 30%, la jeunesse plus 10%. Donc il y a des disparités, mais globalement, on est à moins 25%. Mais j'ai entendu
un comédien connu dont le nom m'échappe au moment de le prononcer, qui dit le cinéma c'est fini, on part sur les plateformes, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de modèle. Et je poserai la question évidemment à un acteur, un patron de salle. On a vu de très bons résultats du théâtre à la télé. Est-ce qu'on est en train de basculer vers autre chose, ou est-ce qu'on retrouvera, parce que c'est un peu le rêve de ceux qui vivent dans les grandes villes et à Paris notamment, le plaisir d'aller voir une pièce de théâtre, un spectacle vivant et d'aller dîner au restaurant après? Parce que ça c'est quand même, c'est un peu ça la mécanique finalement du spectacle. Non, mais évidemment qu'on va y revenir dès qu'on aura tous été picousés, vaccinés et qu'on aura trouvé une solution. Je dis dès que. Dès que, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais on retrouvera ça. Mais ce qui dans cette phase intermédiaire, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les nouvelles créations, tous les nouveaux imaginaires qui sont mis à disposition. Et ça, objectivement, il y en a. On le voit, une émergence de nouvelles pratiques et pas uniquement des podcasts qui augmentent de manière drastique. Il y a des nouveaux imaginaires qui ont été mis en place. Moi, je pense au Centre Pompidou qui a sorti il y a quelques semaines Prisme 7. C'est très intéressant de voir ce jeu vidéo pour découvrir autrement l'art moderne. C'est quelque chose qui aurait pas été présenté autrement. Je pense à un podcast qui s'appelle Ferme les yeux et regarde, qui invite en gros l'auditeur à vivre dans un tableau et puis à lui poser des questions autrement. Donc on crée d'autres imaginaires, il y a des nouvelles formes de création, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que les artistes s'arrêteront jamais de créer. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui... Ils ont le mort aux dents, là, hein, et certains veulent... Ils ont le mort aux dents, mais dans certaines pratiques, il y a des choses absolument incroyables qui sont en train de se passer. Dans le domaine du son, dans le domaine des arts visuels, ils continuent dans l'écrit. Enfin, ça ne s'arrête pas. La production créative ne s'arrête pas. De toute façon, c'est un jet continu. C'est l'eau qui circule, c'est le sang qui circule dans le corps. C'est la même chose. Je pensais à Mathieu Kassovitz, pour le comédien et réalisateur qui évoquait le cinéma. Je pense à Guillaume de Tonquédec, qui, à chaque interview qu'il a donné pour faire les promos de ses films ou de ses séries, a expliqué, j'imagine que ça a fait écho, il a dit, mais attendez, la culture, c'est pas uniquement un métier d'artiste un peu évaporé qui font de la création, c'est un secteur d'activité économique qui rapporte de l'argent. Est-ce que ça, ce sont des arguments que vous portez sur la table au gouvernement lorsque vous avez des négociations avec, si vous en avez d'ailleurs, avec la ministre de la Culture? Oui, je pense que tout le monde est conscient de ça, de l'impact et du rôle économique et du poids économique de la culture, mais je pense qu'il faut aller même au-delà. C'est l'importance et le poids de la culture au niveau psychologique et social aussi. Et on l'oublie, c'est-à-dire qu'on parle des conséquences malheureuses du Covid et des risques du Covid, mais est-ce qu'on parle des risques psychologiques de l'absence de vie? Parce qu'aujourd'hui, pour éviter la mort, on a arrêté de vivre. Et la culture, on a éteint la culture. Alors c'est un choix. Nous sommes, pour revenir à votre question, nous sommes des gens responsables, bien sûr. Et vous l'avez été dès le début. Dès le début, les protocoles sont prêts, ont été validés, avec des labels. Un spectateur sur deux. Et on aimerait bien les mettre en pratique. Vraiment, c'est bien de travailler sur des protocoles, ils sont prêts. Et je pense qu'un théâtre peut, justement, on nous demande de vivre avec ce virus. Mais mettons-le en pratique. Alors adaptons-nous, c'est ce que vous dites. Mettons-le en pratique, mais nous, on ne nous demande pas de vivre, on ne vit pas, parce que la culture a été, on vit dans le noir et blanc, on a une vie en noir et blanc en ce moment. On veut retrouver la couleur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'avais passé un appel au gouvernement la dernière fois. Vous pouvez le repasser si vous voulez. Mais non, je vais passer un autre appel. Il faut quoi? Il faut que le théâtre de Mogador devienne un centre de vaccination. Pourquoi pas, puisqu'on a besoin de centres de vaccination. S'il faut qu'on rende service, on est prêt à le faire aussi. Pourquoi pas? Moi, je vais faire des piqûres. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous savez faire des piqûres, vous avez bourré de secourisme. Par moment, laissons aussi aux professionnels, puisqu'apparemment il y a des problèmes d'organisation aussi au niveau du gouvernement, donc laissons peut-être les professionnels s'en occuper. Mais il y a sur le fond, vos salariés, vous avez des salariés dans ce groupe, vous avez des artistes. La question est posée pour tout le monde aujourd'hui, mais aussi pour le monde de la culture. On va un jour retirer la prise, c'est-à-dire les aides aux intermittents vont s'arrêter. Ils ont été aidés. Les aides sur le chômage partiel vont s'arrêter. Comment vous organisez votre entreprise aujourd'hui? Parce que vous êtes aussi un homme qui est un chef d'entreprise. Vous regardez financièrement ce qui est jouable, ce qui n'est pas jouable. Vous êtes aussi à la tête d'une entreprise. Comment ça se passe là aujourd'hui? Il y a deux phases. Il y a la phase, il y a le mode survie dans lequel on est, donc on est sous perfusion de l'État, et ça il faut reconnaître aussi, hein, les aides économiques. Clairement. Ça c'est clair, et ça je pense qu'on a, moi pour être un groupe international et pouvoir comparer avec les autres pays, je pense c'est pas les mêmes aides. Hein. Non, on est parmi les mieux traités quand on voit l'Angleterre. Les musées aux États-Unis licencient absolument de manière massive. Vendent leurs œuvres d'art. Nous, on n'a pas vendu une seule œuvre d'art. On y reviendra après. Non, mais ça, c'est important. Le rebond culturel. Exactement, ça, c'est la première phase. Mais on doit aussi anticiper et se projeter. Et après, comment on va faire quand la perfusion va arrêter? C'est quand même malade. La dette, hein. Il est sous perfusion, mais il ne pourra pas reprendre et remarcher
On est d'accord. Donc on a tous un peu cette crainte de la reprise. J'en parlais à mes équipes pas plus tard qu'hier. Attention de bien accompagner nos salariés dans la reprise. Quand vous travaillez un jour par semaine, parce que vous êtes en activité partielle, quand on vous demande de retravailler 5 voire 6 jours, parce que chez nous on travaille 6 jours par semaine. Bien sûr. Comment ça se passe? Vous avez peur d'un choc, d'une difficulté à gérer il faut reprendre les réflexes. Il faut réapprendre. Ouais, il faut réapprendre à travailler. Bon, je pense que ça revient vite parce qu'il y a une telle envie et on travaille avec des gens passionnés. Ouais. Donc heureusement, la passion. Non, mais vous quand même vous prévenez en disant attention les amis, ça va se réaccélérer, on va reprendre un rythme normal. Oui, mais il faut le faire progressivement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des perspectives. Parce que si on nous dit dans 15 jours, vous ouvrez dans 15 jours, non, on ne sait pas faire. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que si le gouvernement change de pied et dit c'est pas le 7, mais c'est le 29 janvier, ils ne font pas comme ça. Ils peuvent pas. Mais comme ça. Quelles sont les informations dont vous disposez, vous, parce que vous êtes en contact avec des acteurs du secteur évidemment. C'est quoi la meilleure solution là? On va vers quoi? Parce que je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du poids économique. Je pense que, comme vous le savez, au Forum d'Avignon, on a milité pour montrer qui a tiré le rideau, hein. Ouais. Mais on a milité pour faire en sorte de montrer que la culture était évidemment quelque chose d'absolument essentiel et vital et un secteur économique très important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80 000 entreprises, il y a 635 000 salariés. Donc c'est un secteur économique. Alors en fonction des périmètres, on dit qu'on est entre 2,3 et 5% du PIB. C'est pas neutre. Et en prime, comme tout à l'heure le disait Laurent, il y a quelque chose d'absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on parle, on évoque la culture comme un secteur économique, mais on n'est pas en train... C'est pas une insulte d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est intéressant de l'évoquer sous cet angle. Mais évidemment, on est au XXIe siècle. Voilà, c'est le pragmatisme. Chaque période. Tout à fait. Il n'y a absolument pas à être honteux de ça. Mais il y a une dimension qu'on évoque beaucoup moins, c'est cette notion de culture comme essentielle pour la santé mentale. Alors ça paraît... Jacques de la Palisse, ça paraît un petit peu simple de dire ça. Le bien-être. Mais sauf que, d'abord, il y a des mécanismes psychologiques et physiologiques. Voir quelque chose s'émouvoir, nous ne sommes qu'émotions, selon les neuroscientifiques. Donc, quand tu vas voir quelque chose, que tu te prends ça... L'alchimie à l'intérieur du corps. C'est quelque chose d'absolument vital. Donc, il y a une dimension physiologique quand tu es... Quand tu n'as pas ça... Qui n'est pas suffisamment dit, me semble-t-il. Absolument. Et qui ne sera pas repris par le digital, parce que le digital ne pourra pas compenser ce manque. Une espèce de lien très fort avec l'artiste sur scène. Physique, une fois encore, émotionnel, physiologique. Il y a la dimension psychologique qui nous fout un moral dans les chaussettes, mais il y a la dimension physiologique. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est très intéressant, qui est très important, c'est que la culture, c'est aussi évidemment un moteur de lien social. Il faut regarder toutes les déclarations du DG adjoint de l'UNESCO. Mais c'est absolument passionnant de voir à quel point on est en train de péter tout notre lien social qui fait multigénérationnel entre les différentes communautés. Ça, c'est quelque chose d'absolument vital aussi. C'est ce qui tu disais tout à l'heure. On est en train de mourir vivant. Et puis un troisième point, qui me paraît aussi qui n'est pas du tout évoqué, c'est sur la question des droits culturels. C'est un droit essentiel. Cette question va se poser là. Si tu reprends l'historique, on va reprendre que récemment, la déclaration, 1948, les droits de l'homme, René Cassin, il y avait toute une partie sur les droits culturels. Exact. Ça a été le PIDESC, le Pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels, c'est 66, mis en œuvre en 76, et ça stipule dans l'article 15 très précisément que c'est un droit. Mais sauf que c'est un droit, les droits culturels, c'est des droits particuliers, c'est des droits qui libèrent, c'est des droits qui émancipent, alors qu'on est dans une limitation là. La ministre, elle souhaite, dit-elle, je la cite, c'était hier, avant qu'elle annonce officiellement, ça vient faire écho, elle veut réconcilier le monde de la culture et les scientifiques et que ces deux mondes se parlent, ça c'est la première chose. On se dit tiens, il y a peut-être donc des tensions en ce moment. Et elle réexplique derrière qu'il faut stopper le stop and go qui avait été dénoncé par les patrons de salles en disant on s'arrête, on réouvre, on n'a pas le temps de répéter, qu'à peine les répétitions terminées, on referme. Qu'est-ce que vous proposez chez vous, de votre côté, de manière à trouver une solution pérenne au maintien de l'activité culturelle dans les salles, dans les cinémas, dans les musées, parce que visiblement, vous le confirmiez tout à l'heure, c'est les musées qui seraient probablement les premiers à réouvrir avec un calendrier glissant. Quelles sont vos propositions de votre côté pour éviter l'arrêt, la réouverture, l'arrêt, la réouverture ? Je pense qu'il faut se fixer par rapport au seul remède aujourd'hui présent qu'on a identifié, c'est le vaccin.
Donc il faut... non mais c'est le seul remède aujourd'hui. Donc il faut se fixer par rapport à ce calendrier. C'est votre planche de salut, le vaccin. On n'a pas le choix. Tous, je pense que... Donc à partir du moment où il y a un calendrier, en espérant qu'il soit, même si le démarrage est un peu poussif, qu'il soit quand même respecté. On va y arriver. Exactement, de se dire, allez, en mars, on espère avoir vacciné 10, 15, 20%. Est-ce qu'avec ce 20% de population ou 15%, on a l'immunité collective. Est-ce qu'on peut imaginer la ouverture? Ok, ouverture mars. Maintenant, on travaille sur une ouverture mars. Mais attendez, Et là on on y va. travaille, mais on change plus de pied. Parce que Exactement. ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un espoir, il y a des répétitions ont été engagées à la fin de l'année, et puis immédiatement après les répètes terminées, hop, on ferme. Après, il faut quand même être réaliste là-dessus et être juste. C'était le 15 décembre était une date justement pour analyser la situation. Oui. On nous avait pas promis on a décidé parce qu'on est obligé d'anticiper, de dire bon, on prend le pari que ça va rouvrir parce que la période, en plus, on avait envie d'ouvrir. C'est la période évidemment, c'est les fêtes festives, c'est la période la plus faste aussi pour nous, économiquement parlant. Donc on a pris le pari. Donc pari est raté, malheureusement. Donc maintenant, il faut qu'on s'organise. Donc c'est le vaccin. Ça ressemble à quoi la journée d'un patron de théâtre connu, Mogador, qui est une salle célèbre à Paris. Ça ressemble à quoi votre journée? Comment on fait? Parce que là, je parlais avec le patron d'une salle célèbre, pour ne pas le citer, que vous connaissez, les Folies Bergères, avec Francis Cabrel, qui est une industrie, une machine de guerre, parce qu'il a commencé sa promo. Il arrive, je crois, aux Folies Bergères le 13. Il n'est pas sûr du tout de pouvoir jouer. Ça pose d'énormes problèmes psychologiques pour les patrons de salle, et financiers d'ailleurs. Il y a des assurances, on appelle les assurances. Comment on gère là? Les assurances, non, parce qu'on n'est pas malheureusement pas couvert par les assurances. Donc ce côté-là, on l'a oublié. Mais on travaille bien sûr avec les syndicats pour le rapport avec le gouvernement. On prépare le Roi Lion. On a aussi un deuxième spectacle qui s'appelle Les Producteurs au Théâtre de Paris qui se prépare aussi. Donc on garde le contact avec nos salariés. C'est important, je pense, même si on les faites du RH là. Là, vous faites beaucoup de social, parce qu'il faut, quand la reprise, c'est intéressant et se réinventer. À Mogador, on a réinventé aussi, on a créé un studio d'enregistrement pour attirer d'autres business, des voix, de pouvoir parler. Au lieu de faire un événement présentiel, on a monté un studio, un peu comme un studio de télé ici. Alors pas pour vous faire de la concurrence, même si on peut vous inviter à venir faire une émission à Mogador. Donc on se réinvente. Alors pas réinventer notre modèle, mais pour essayer de pendant cette période transitoire. Qui ne compense pas le chiffre d'affaires, on est d'accord. Non, du tout, mais ça garde les gens occupés et ça permet quand même de créer des contacts. Laure Kattenbach, comment on s'occupe, comment on fabrique ces journées, comment on essaie de se réinventer, parce que c'est de ça dont il est question, c'est d'occuper son temps sans être dépressif, parce que c'est quand même très violent pour ceux qui sont toute la journée au travail dans la culture. Je confirme. Ah oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une logique de projet. Quand on est dans la culture, de toute façon, on est en permanence dans une logique de projet, de penser le coup d'après, la production d'après, la création d'après. Donc ça change. Ça change pas. Ce qui est difficile, c'est que il y a pas tous les rendez-vous qui sont au rendez-vous. Il y a pas, c'est ça qui est compliqué. Mais l'idée d'avoir des projets d'envergure, des projets passionnants, et puis d'y passer du temps pour les rédiger, ça, on le fait de manière très opérationnelle. Donc c'est-à-dire, excusez-moi, vous êtes dans des projets, mais projet, ça veut dire se projeter. Ça veut dire que comme pour le cinéma, comme pour plein d'activités théâtrales, on pense à 2 ans là. Vous êtes déjà projeté dans les 2 années à venir. C'est de ça dont il est question. On est obligé. Sur nos machines. Donc le monde, c'est pas arrêté, quoi. On est dans des logiques pluriannuelles. C'est quand tu fais une exposition, quand tu fais. Moi, je fais de la scénographie. On évoquait les musées tout à l'heure et la réouverture. Moi, j'ai la chance depuis 25 ans d'aller voir 3 expositions par semaine. C'est ma came. C'est quelque chose qui me fait. Qui vous nourrit. Ce qui me nourrit pour faire des scénographies, pour faire des sources d'inspiration. Des vraies sources d'inspiration. Là, j'avais pas le moral. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, mais où est-ce qu'il y a des musées ouverts? Ils sont ouverts en Belgique. Alors, je suis allée passer 3 jours en Belgique, à Gand et à Bruges, et j'ai vu 4 musées par semaine. Ouais. Et ça m'a fait un bien. Heureusement que c'était pas le Sri Lanka, quoi. Non, heureusement que c'était pas le Sri Lanka, ça aurait été moins simple. Mais là, voilà, donc à 2h30, tu vas à Gand, de Paris, tu vas à Gand, et tu vois des... La ville est sympa, par ailleurs. La ville est super sympa, elle est magnifique. Et ça s'organise. Et qu'on ne vienne pas me dire que les Belges sont plus organisés ou moins organisés que nous. Je pense qu'on peut dire un partout la balle au centre. On met de l'alcool, on rentre dans le musée, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis on s'est inscrit au préalable. C'est simple. On sait gérer. On sait gérer. On sent quand même dans votre propos un petit peu quand même de...
voilà, vous dites on aurait peut-être pu faire mieux quand même que de tout fermer, non? C'est ça que vous dites? Moi, je pense que ouais. Vous le pensez aussi? Encore une fois, Voilà, on nous demande de vivre avec ce virus. Vivons et n'oublions pas que la culture est un remède moi, contre je pense ce virus. que comme on n'a pas voulu faire d'injustice et puis il y a eu une espèce de Restaurant, bar, café, ils se sont dit alors restaurant, bar, café. Évidemment, et c'est puis- très lié à l'activité. et puis souvenez-vous de cette histoire du Puy du Fou. Moi, Exact. je pense que on pourrait dire, c'est très très difficile ce que je vais dire, mais d'ouvrir certains musées, peut-être faire des choses par étapes. Et il s'est battu au Puy du Fou, ça a été une polémique terrible. Voilà, mais que... parce que c'est tout ou rien. Et le problème- or, moi, je suis persuadée que c'est cette stratégie du tout ou rien qui peut pas fonctionner. C'est comme, on adore tous nos chocolatiers. Pourquoi nos chocolatiers sont ouverts et pas nos librairies n'étaient pas ouvertes? Et le problème, c'est Et à un moment, le problème, c'est qu'on stigmatise aussi ces lieux derrière et que les gens, derrière, se disent bon là, je vais pas aller dans un lieu, il y a parce du que ça monde. pointe du doigt un lieu. Exactement, alors que c'est tout le contraire. Alors Et que vous aviez quand même, rappelons-le, un spectateur sur deux avec Bien des sûr. mesures portant le masque pour ceux qui étaient dans la salle. en permanence, les bars fermés parce que bien sûr pas de consommation. Des tests sur l'ensemble des artistes et des techniciens. fait. Enfin, il y avait quand même des règles qui étaient fixées, qui étaient draconiennes. Et on sent quand même au fond de vous l'idée quand même que comparé à d'autres secteurs d'activité, qui sont la grande distribution pour ne pas les citer, vous avez été un peu les oubliés. Même si l'idée, c'est pas de fermer la grande distribution, encore une fois, mais je pense qu'on a besoin de tous ces pans. Et ce pan de la culture, encore une fois, psychologiquement, il est vital. Le Roi Lion, ce sera, allez, on en prend l'engagement, vous reviendrez peut-être nous le présenter, ce J'espère. spectacle. Ce sera en septembre 2021. Vous avez vu, on est déjà en septembre 2021. Là, vous avez vu tous les affichages? C'est fini. Concert en décembre 2021, C'est fini, septembre 2021. Je regardais Section d'Assaut. Là, on Section d'Assaut. C'est 2021. 21, exact. Pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Laurent, je pense que c'est très important. Il y a à la fois ce qu'on appelle la terre du milieu, qui est difficile dans le domaine culturel. C'est que toutes les pratiques amateurs, elles ont continué à se développer. Oui, Moi, j'ai bien sûr. un de mes formidables clients qui est Collard, qui est toutes les peintures, le Franc-Bourgeois, qui est une très très belle marque. Oui. Ils ont explosé leur vente parce que les pratiques, les pratiques amateurs et la faut peinture s'occuper, chevalet, toile et on peint. Ça, c'est formidable. Donc, on peut se dire qu'il y a eu quand même, concrètement, des entreprises qui se sont bien développées. Donc, il y a donc pour les pratiques amateurs, ça fonctionne correctement. Pour les blockbusters, vous appelez la terre du milieu. Voilà. D'accord. Pour les blockbusters, c'est pareil, ça fonctionnait. Ou les grandes institutions culturelles, ça fonctionne. Sauf au cinéma qui ont été tous repoussés, évidemment, je ne sais pas quand. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les grandes institutions culturelles, elles sont aussi je le regrette pas du tout, au contraire, sous perfusion, mais c'est la terre du milieu, c'est tout l'écosystème du milieu. Mathieu Pot-de-Bonneville l'évoquait au Centre Pompidou. C'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette terre du milieu, de cet écosystème. Cette énergie-là, en fait. C'est cette énergie-là qui est en cause. Or, c'est bien là où on va trouver l'innovation, c'est bien là où on va trouver... Il nous reste 45 secondes. Le cinéma, c'est évidemment dans une salle, mais on est aussi dans des plateformes, qui a été un vrai débat avant Covid et qui s'est accéléré. Aujourd'hui, la production part dans les plateformes. Je vois Omar Sy qui fait Lupin, c'est sur une plateforme. Est-ce que le théâtre est en train de muter aussi pour le théâtre à la télévision? C'est-à-dire, je vais à Mogador, mais en achetant une place sur ma télécommande. Est-ce que vous n'y croyez toujours pas, ou est-ce que vous dites on est dans la possibilité de changer de modèle? Non, je pense qu'on pourra s'inspirer de certaines choses, mais que fondamentalement, le modèle et l'essence même de notre activité, c'est la salle. Ouais. C'est une émotion sans filtre. Et l'écran sera toujours ce filtre-là. Donc, très bon score du Canard à l'Orange, faut-il le rappeler, sur France 2, là, il y a quelques semaines. Mais très bien, et ça donnera envie aux gens d'aller au théâtre. Bien sûr. Je pense qu'une caméra ne pourra pas remplacer le regard. Voilà. Et le postillon qu'on voit parfois arriver sur scène. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer le digital et le physique. C'est des choses complémentaires, mais ça ne s'oppose pas, ça n'est pas différent. Et moi, si j'ai un appel à faire, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un grand plan national qui soit fait pour donner de l'espoir entre faire travailler des artistes et des entreprises et des scientifiques ensemble, pour travailler sur de l'innovation, pour travailler sur de l'emploi local dans les régions, faire vraiment quelque chose qui nous donne un grand plan national dans le cadre du plan de relance pour qu'on y aille tous ensemble. Je ne peux pas citer, c'est terminé, le Grenelle de la culture. Vous savez, que quand il y a une difficulté, on sort un Grenelle de la culture. Pourquoi pas un Grenelle, ou en tout cas pour rassembler tous les acteurs et élargir d'ailleurs la pensée. Merci Laure Kattenbach, fondatrice et présidente de Creative Tech, qui est une agence d'ingénierie culturelle. Je ne l'avais pas précisé dans le lancement. Et puis merci à Laurent Bentata, à la fois en double casquette, vice-président du syndicat national du théâtre privé, et puis vous êtes à la tête de Mogador, l'arme au pied. En tout cas, je ne sais pas,
l'arme peut-être, avec le roi lion. La flamme. La lance africaine. La lance, c'est ça, je cherchais le terme, la lance africaine. Le roi lion, ça sera, je vous le souhaite, en 2021. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement avec Thierry Bismuth. Oui, il vaut mieux un peu structurer son entretien d'embauche. Je parle à des chefs d'entreprise que de poser des questions dans tous les sens. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, son retour. Comment allez-vous Thierry ? Ravi d'être là. Tous mes voeux. J'espère que tout va bien pour vous. Vous avez vu, on parlait culture. Bon, il y a quand même un petit débat sur le sujet, qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. Le recrutement, c'est votre métier. Je dirais, c'est même votre passion. Hier, avec une intervenante dans Fenêtre sur l'emploi, elle nous parlait des questions old school, un peu débiles, qui nous ramenaient justement à l'entretien structuré. Racontez-nous, comment faut faire là ? Comment on fait ? Alors c'est vrai que moi, une fois n'est pas coutume, j'ai l'habitude de donner des conseils aux candidats et j'avais très envie pour une fois de parler aux recruteurs parce qu'on a toujours tendance, quand on est candidat, à se dire que c'est un moment de stress, l'entretien. On oublie que pour beaucoup de recruteurs et notamment de patrons de PME, de recruteurs amateurs, l'entretien d'embauche, c'est aussi un moment de stress intense. Je pense, ouais. Voilà, c'est toujours un moment sur lequel il sort de la zone de confort. Je vous ai déjà dit une fois... On peut se faire challenger d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, je vous ai déjà dit à l'antenne que candidat n'est pas un métier, mais recruteur, c'est un métier et c'est pas souvent celui du patron de PME qui recrute. Et donc, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu en zone d'inconfort. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous présenter une recette, une méthode pour les aider, ces recruteurs amateurs, à recruter. Alors, un entretien de qualité, c'est quoi, Thierry ? Alors, il y a un bon entretien. Alors, il y a beaucoup de façons, évidemment, de mener des entretiens de qualité. Je vais vous donner une recette parce qu'elle est facile à mettre en place. C'est une recette que l'on doit à l'école du recrutement, qui est la mecque de la formation en recrutement en France. Et ils ont inventé l'entretien structuré. L'entretien structuré, la méthode qui est très très simple à mettre en place. Une grille, quoi. Alors voilà, effectivement, et tout l'intérêt, toute l'ingénierie, justement, c'est de pouvoir construire une grille d'entretien intelligente. Cette méthode d'entretien structuré, je vais vous la teaser un peu pour vous donner envie de me poser des questions dessus. Elle a 3 intérêts. Le premier, c'est qu'elle double les chances de succès. C'est-à-dire que lorsqu'on la pratique, on double les chances que le collaborateur fonctionne au poste et ne nous quitte pas. Deuxième intérêt, elle est très simple à mettre en place. Et troisième, elle va nous permettre de comparer des candidats sur la base de critères très très objectifs. Comment on fait ensuite pour évaluer ces critères de succès ? Parce que là, on se dit, ça y est, je le tiens, mais après, il faut quoi ? On fait une validation ? Alors, effectivement, on va commencer par choisir 5 ou 6 critères qui nous paraissent être des critères de succès au poste, de succès ou d'échec, qu'ils existent ou qu'ils manquent aux candidats. La plupart du temps, soit le patron de PME les connaît, soit ce qui est intelligent, c'est de demander aux collaborateurs qui exercent le métier quels sont pour eux les critères de succès au job, ou même de s'interroger sur les causes d'échec de collaborateurs qu'on aurait intégrés, qui auraient échoué en se demandant ce qui leur a manqué, puisque précisément ce qui leur a manqué, c'est la cause de succès qui leur manquait. Il y a des exemples concrets parce que là, hier, il y avait des questions old school sur vous voyez comment dans 5 ans, une question de recruteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui me semble être un peu old school. L'entretien structuré, le recruteur, il a quand même une grille avec des questions préécrites déjà. Alors pour chacun de ces critères, on va construire 2 questions. Une question qu'on appelle comportementale, c'est-à-dire on va projeter le candidat dans son expérience passée en disant dans le contexte de ta dernière expérience ou d'une expérience, dans quel cadre est-ce que tu as démontré telle ou telle qualité. Je ne voulais pas demander Thierry pour être concret, on est bien dans l'oralité, on est bien dans le B2B oral, c'est pas à l'écrit tout ça. Ça se fait à l'oral parce qu'il faut garder la spontanéité. Par Zoom, aujourd'hui c'est par Zoom. Oui, ça se fait d'ailleurs très bien. En tout cas c'est l'oral. Oui, c'est à l'oral, il faut garder la spontanéité du candidat, ne pas lui laisser le temps évidemment de préparer des réponses. Première question toujours sur chaque critère, question comportementale. Dans le passé, souvent ça commence par raconte-moi un cas où tu as démontré telle ou telle qualité. Et puis on va également construire sur chaque critère une deuxième question qu'on appelle situationnelle, qui est de dire je te projette dans mon entreprise, que ferais-tu si ? Et donc pour chacun des critères de succès, on va construire 2 questions. On ramène le candidat dans son expérience passée et on va basculer dans le contexte de sa propre entreprise, dans une situation qui pourrait se présenter. Thierry, c'est intéressant. Donc il va raconter quelque chose qu'il a vécu un petit peu de manière héroïque, en exagérant un peu dans sa boîte précédente. Moi j'ai fait ça et j'ai réussi à arriver à ça. Alors tu es dans cette situation dans ma boîte maintenant et comment il fait là ? Quel est l'intérêt là de croiser les deux ? Alors ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que justement on va mener l'entretien. Vous disiez tout à l'heure entretien. Laure Kaltenbach, elle nous écoute parce qu'elle fait du recrutement aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure d'entretien à l'ancienne. Justement, ça évite de poser la sempiternelle question qui est de dire raconte-moi ta vie depuis les années 2000, depuis le bac, qu'est-ce que tu as fait ? Là, on va finalement basculer pendant tout l'entretien de l'expérience passée du candidat à son emploi, mais au lieu de le faire de manière un peu chronologique et donc pas très intéressante, on va toujours le faire sous le prisme d'une des qualités que l'on doit évaluer
dans le parcours et dans le profil. Ça vous demande, Thierry, si je peux me permettre, d'avoir un peu de psychologie ou de connaissance de psy, parce que par exemple sur une anecdote précise que vous donne le candidat qu'il a fait dans sa boîte, vous pouvez en tirer des clés là. Vous voyez des choses que lui n'a peut-être même pas perçues. Oui, si je vous prends un exemple, si on prend par exemple l'évaluation d'un comptable et qu'on lui demande de faire des bilans, on va lui dire bah tiens et qu'on veut évaluer, alors sans le lui dire, mais qu'on veut évaluer sa capacité à gérer ses urgences. Si on lui demande tiens, je te prends un exemple dans une question situationnelle, je te prends un exemple dans mon entreprise, cette semaine tu dois sortir 2 bilans, or tu n'as le temps d'en sortir qu'un dans un temps normal. Que fais-tu? Eh bien, il y a le candidat qui, ne sachant pas ce qu'on veut évaluer, va dire eh bien, je vais travailler la nuit. Alors, ça prouve qu'il peut travailler beaucoup, mais on n'est pas sûr que ça veuille dire qu'il sache s'organiser. Il y a celui qui va dire, sans donc savoir ce qu'on veut évaluer, eh bien, je vais faire appel aux collaborateurs. Et donc, ça peut également être. Je travaille en réseau. Et puis, celui qui va dire, peut-être plus finement sur le sujet qu'on veut évaluer, eh bien, je vais appeler les deux clients, leur demander pour lequel des deux le fait de sortir le bilan cette semaine est le plus important. Et essayer de gérer mon emploi du temps. Commencer par lui et proposer à l'autre de lesquels. Et donc, sur la même question, s'il ne sait pas ce qu'on doit évaluer et ce qui est important pour nous, il peut proposer 3 solutions qui, toutes les 3, fonctionnent pour lui, mais qui ne correspondent pas toutes les 3 à ce qui nous intéresse dans notre entreprise. Pour finir, c'est à chaque fois la même question, mais là, c'est ma question à moi, un peu old school. Ouais. C'est pas une science exacte, cette affaire. Alors, c'est pas. Y a pas voilà, Comme disent les avocats, c'est un faisceau d'indices, comme on dit-on. C'est un faisceau d'indices. Ouais. Hein, donc, c'est l'œil. c'est la façon dont il va répondre. Et puis, évidemment, chaque question n'est pas une simple question. Si, par exemple, je pose à un Il y a de candidat... la relance. Oui, c'est-à-dire que si, effectivement, je demande au candidat comment il s'organise, pour, par exemple, mettre en place des routines, je vais lui demander d'où viennent ces routines, comment est-ce qu'il les a mis en place, qui les lui a suggérées, est-ce qu'elles étaient imposées. Sur chacune des questions, on va pouvoir dérouler le fil. Dernier conseil, si je dois en donner un quand même aux candidats, parce que quand même, mon rôle ici, c'est de conseiller les candidats. Si vous avez un recruteur à l'ancienne, comme vous le disiez, qui pose des questions un peu traditionnelles, vous pouvez manipuler cet outil à votre avantage, c'est-à-dire que même s'il ne vous pose pas de questions, vous le jouez. Si vous identifiez une qualité intéressante dans son job, vous allez pouvoir expliquer dans une expérience passée un cas particulier, dérouler effectivement cette qualité démontrée et puis lui dire, au fait, il me semble que si ça vous est utile dans votre entreprise, je pourrais l'utiliser comme ça. Ouais, ça donc on peut en tant que candidat l'utiliser aussi. Ce serait subtil. D'un mot, Laure Kettelbach, je vous ai vu entendre, vous recrutez aussi, non? Vous faites Bien sûr. Et vous faites comment, à l'œil, au regard Je partage absolument tout ce qui a été dit. Et puis effectivement, c'est un faisceau où tu amènes l'autre à être bien. En tant que recruteur, et il se relâche. L'objectif, c'est que l'autre soit bien. Après, toi, tu prends ta décision, mais ne jamais le mettre dans une zone de stress parce que ça ne sert à rien, c'est lose-lose. En revanche, il y a quelque chose que je trouve très précieux, c'est quand même de se fier à son intuition. Et de regarder quand même dans le blanc des yeux des personnes que vous avez en face de vous. De la même manière. Exactement. Regardez. Je suis désolé, c'est terminé. C'était passionnant parce qu'on a eu un invité de prestige, l'ancien patron du CNPF, qui nous avait raconté ici sur ce plateau, mais qui était à la tête d'une grande entreprise, que c'était à l'œil. Il regardait au regard, ce qui l'œil brillait. Les pros du recrutement auraient beaucoup à dire sur l'intuition en recrutement, mais ce sera l'objet d'une autre chronique. C'est ça. Thierry Bismuth, merci d'être venu nous éclairer. Là, cette fois-ci, du côté de ceux qui recrutent et pas du recruté, des recruteurs. Et merci à Laure Kettelbach d'avoir prolongé cette émission et le débat. C'était un plaisir partagé. Merci à Fanny Griesmer, merci à Axel Paulous et merci à Camille Moulis pour le son, Axel pour la réalisation, Fanny Griesmer qui est repartie à l'oreillette. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à tous les invités, merci à tous ceux qui nous regardent et on se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. C'est toujours un vrai plaisir d'être là. À demain.